On me demande souvent combien d'abonnés il faut pour obtenir des partenariats avec des marques, combien d'abonnés il faut sur YouTube. C'est une mentalité très centrée sur les indicateurs de conversion. Les créateurs pensent ainsi car ils vivent constamment dans cet état d'esprit, analysant sans cesse leur contenu et se demandant comment ma vidéo a-t-elle performé la semaine dernière. Comme tu t'en soucies, tu supposes Bilbo, que c'est aussi ce qui intéresse les marques. Mais tu as tellement plus de valeur à offrir à une marque que simplement la portée organique que tu as sur tes réseaux sociaux. Et tu vas adorer cette interview avec le coach en partenariat de marque Justin Moore. Justin et sa femme créent du contenu sur YouTube depuis plus de 10 ans. Ils ont conclu des contrats de sponsoring de plusieurs millions de dollars pour eux-mêmes, ce qui a conduit Justin à fonder une agence de campagne avec des influenceurs qui a permis à d'autres créateurs de décrocher des contrats valant des millions de dollars. Aujourd'hui, Justin apprend aux créateurs comment décrocher eux-mêmes ces contrats. Dans cette interview, on aborde tout. Justin partage des détails croustillants sur le potentiel d'Amazon Live. Cette interview est très intéressante. Restez avec nous. Justin, bienvenue. Je suis ravi d'échanger avec toi. Merci de m'accueillir, mec. Allons-y. Alors, en fait, je n'ai jamais commencé une conversation comme ça auparavant. Toi et moi avons quelque chose en commun et je ne sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un d'autre dans ce cas. D'accord. Nous avons tous les deux des prénoms qui sont aussi ceux d'un célèbre chanteur de musique country. J'ai raison, 100%. 100%. Je ne peux pas te dire combien de fois je fais une réservation pour un dîner ou un hôtel et les gens disent la célèbre star de la musique country. Et je réponds non, pas la célèbre star de la musique country. Donc j'ai des défis SEO pour ma marque personnelle, je dirais, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient, je suppose. Oui, Aaron Watson est aussi une star de la country du même genre. Je ne suis pas fan de country, donc je ne peux pas juger la musique d'Aaron Watson ou dire si c'est flatteur d'être confondu avec lui. Mais j'ai déjà reçu des tweets disant « J'ai hâte d'aller à son concert ». Concert, mon Dieu. J'espère que tu vas passer un bon moment. Je n'y serai pas du tout. Ouais, pareil. D'accord. Donc, j'aimerais commencer par ça. Comment cela influence-t-il la façon dont tu as nommé ta petite constellation d'entreprise? Parce que tu as une chaîne YouTube familiale que tu fais avec ta femme. Tu as une agence qui est spécialisée dans l'accompagnement des campagnes de marketing d'influence. Et maintenant, tu as cette nouvelle marque que tu es en train de créer qui est axée sur l'aide aux influenceurs et créateurs de contenu pour décrocher eux-mêmes des partenariats avec des marques. Tu peux profiter de la notoriété de ton nom, mais c'est dur de savoir qu'il y a cette autre entité. Ouais. Honnêtement, j'aimerais pouvoir dire que ça t'a été stratégique au fil des années, mais ça ne l'a pas été. Tu sais, c'est comme toi, nous n'avons pas commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux dans une optique commerciale. Pour ma femme, au début, c'était un simple passe-temps. Elle a créé sa première chaîne YouTube en 2009, quand il n'y avait pas de programme partenaire et qu'on ne pouvait pas gagner d'argent. Elle était surtout ravie de recevoir du maquillage et des cosmétiques gratuits, c'est ce qui l'enthousiasmait. Donc toutes les chaînes, que ce soit la chaîne familiale ou la chaîne de cuisine que nous avons lancées. Tu sais, en fait, la plupart des gens ne le savent pas. Mais avant de vraiment éduquer les créateurs sur les partenariats, j'avais une chaîne de conseils, Aaron. En fait, je donnais des conseils de vie, des conseils relationnels, tu sais, tout ce genre de choses. Et donc, toutes ces chaînes ont simplement évolué de façon très organique et naturelle. Ce n'était jamais dans l'idée de penser, ce sera une autre réussite stratégique pour notre entreprise. Donc, il a fallu, tu sais, prendre du recul et réfléchir maintenant qu'on sait, maintenant que c'est devenu une activité à plein temps pour nous deux. Au cours des 8 dernières années environ, on a vraiment essayé d'être beaucoup plus stratégique, de diversifier les choses et d'être plus attentif à la façon dont on nomme les choses et ce genre de détails aussi. Je dirais que pour Creator Wizard, l'aspect business de l'entreprise lancée il y a 2 ans, j'y ai beaucoup plus réfléchi que pour le reste. Eh bien, c'est le genre de choses où, tu sais, si tu fais attention, il y a des marques qui, même si elles sont, je ne veux pas dire petites parce que ce n'est pas péjoratif, mais juste émergentes, en pleine ascension, qui sont vraiment conçues et élaborées avec soin. Et quand je tombe sur le contenu que tu proposes en lien avec ton objectif actuel, qui est d'aider ces créateurs de contenu à décrocher des partenariats, il y a une sorte de clarté dans le nom, tu sais, sponsor. Comme la façon dont tu as tout nommé, ça m'aide à comprendre très rapidement comment tu peux m'aider.
quel va être le rôle potentiel ou quel va être le type de service potentiel. Ce qui, tu sais, quand les gens commencent, ils font des milliers d'erreurs différentes, comme je suis sûr que vous en avez fait aussi. Tu apprends aussi en traversant ces épreuves. Oui, tu sais, j'ai beaucoup évolué dans la façon dont je me suis positionné en tant que coach en partenariat de marque. Si tu vas sur Twitter, tu verras sur mon titre, Justin Moore, coach en partenariat de marque. Ce n'est pas comme ça que j'ai commencé. Au début, sur ce jeu, je pensais vraiment que je voulais enseigner aux gens l'aspect entrepreneurial du métier de créateur. C'était un peu mon slogan. Sur ma chaîne YouTube, c'était pareil, la bannière, le sous-titre, etc. C'était encore trop confus pour les gens. Ils ne comprenaient pas vraiment. Tu vas m'aider à monétiser ma chaîne YouTube, à lancer du merchandising ou autre. Que fais-tu exactement? Les partenariats sont clairement mon domaine, sans aucun doute. Mais j'ai eu un abonné qui m'a envoyé un message privé il y a environ 6 ou 9 mois, et il m'a dit en gros: Pourquoi tu parles d'autre chose que des partenariats? C'est clairement ton domaine d'expertise. Arrête de parler de ces autres sujets. Et je me suis dit: C'est une très bonne idée. Donc depuis que j'ai reçu ce retour, ça m'a paru évident. Alors j'ai tout changé dans mon activité. Je me présente maintenant comme coach en partenariat, parce que maintenant, quand les gens qui ne me connaissent pas lisent ça, ils se demandent: Mais qu'est-ce que c'est? Genre, eh bien, il n'est pas un manager, il n'est pas un agent. En fait, il fait du coaching. Il me forme. Il m'apprend quelque chose qui paraît difficile et complexe. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment un tout petit changement dans la façon dont tu te positionnes sur ton marché peut avoir un impact vraiment profond. Et il y a aussi, oui, tu as enchaîné naturellement sur ce que je voulais dire ensuite, à savoir que tu dis que c'est un coach en partenariat, ce qui, je l'avoue, me pose problème. Je ne dirais pas que ça me pose vraiment problème, mais j'aimerais savoir si, selon toi, il existe un équivalent à cela, parce qu'on vit à une époque où n'importe qui peut créer une chaîne YouTube. Il y a, tu sais, des milliers de personnes dans le monde de la publicité, on les appelle des micro-influenceurs. Pour une personne lambda, ils diront que c'est quelqu'un avec peu d'abonnés. Mais à l'époque, tu sais, à l'époque de Mad Men, il y avait, tu sais, l'agence de publicité, il y avait l'agence de talent, il y avait les sociétés de production et il y avait les entreprises de médias qui avaient toute la distribution et qui décidaient de ce qu'elles allaient diffuser. Et évidemment, on n'a pas besoin d'entrer dans tous les détails sur la façon dont tout ça est en train de se fragmenter. Mais quand tu regardes le passé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois comme, d'accord, je prends un morceau de ceci, un morceau de cela pour former quelque chose de nouveau? Comment tu réfléchis à ça dans le contexte des médias? Ouais, pour moi c'était ça. Ma femme et moi sommes créateurs depuis plus de 10 ans, avons fait des centaines de partenariats et gagné plus de 4 millions de dollars. Je suis très transparent là-dessus, j'en parle souvent car peu le font. C'est comme si tout ça était très secret et tabou. Donc c'est une chose, on a fait beaucoup de deals sur le terrain. J'ai aussi dirigé une agence de marketing d'influence axée sur les créateurs au contenu familial pendant environ 7 ans. J'ai aussi été de l'autre côté, travailler directement avec ces marques, agences médias et grandes organisations qui font appel à nous en sous-traitance. Ils nous utilisent un peu en marque blanche pour exécuter ces campagnes d'influence à leur place. Donc c'est très différent, car ils disent à l'agence: on ne veut pas dépenser 5 000 $ pour un créateur, mais 500 000 $, tu vois. Et on veut travailler avec 50 ou 100 influenceurs. C'est une conversation totalement différente, tu vois. On prend beaucoup plus de hauteur maintenant. C'est plutôt sur quelle plateforme devrait-on être, tu vois. Quel type de contenu devrait-on faire? Du contenu long, du contenu court? Qui devrait-on cibler, tu vois? Et donc c'est cette perspective que j'ai apportée au volet pédagogique, parce que j'ai été des deux côtés de la barrière. Je voulais lever le voile et expliquer aux créateurs comment ça se passe vraiment en coulisses, et pourquoi la marque choisit ton ami plutôt que toi. Donc, pour moi, l'analogie, c'est que j'ai vu les deux côtés, mais j'éprouve beaucoup plus de satisfaction à, je suppose, apprendre aux créateurs à pêcher plutôt que... Parce que quand j'ai lancé l'agence, je me disais: tu vois, c'est cool. J'offre un moyen de subsistance à ces créateurs. Je les aide vraiment, tu vois. En gros, je tue le poisson et je le leur donne, tu vois. Ce que je trouvais cool pendant un moment, tu vois. En réalité, c'est plus intéressant de leur enseigner directement les principes fondamentaux, comme gagner en confiance ou maîtriser la négociation. Comment valoriser ton expertise auprès des marques et agences pour bâtir une carrière durable de créateur? J'y prends tellement plus de plaisir. Et donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça. Et donc, le parallèle que je fais avec le coaching, c'est que j'ai vu beaucoup d'autres types de coachs. J'ai vu des coachs de vie. J'ai eu un coach exécutif quand je dirigeais mon agence, donc je sais que cette expertise existe, mais je n'avais jamais vu quelqu'un le faire uniquement pour ça.
Parce que c'est très intéressant, c'est que il y a ce groupe de créateurs qui, disons, ont entre 10 000 et peut-être 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas encore assez grands pour avoir un manager, tu vois, pas vraiment besoin d'une telle personne dans leur équipe, mais ils gagnent de l'argent et font des partenariats avec des marques. Ils monétisent directement leur audience grâce à des produits numériques ou via le soutien financier des fans ou peu importe, tu vois, et donc ils ont besoin de conseils. Il y a ce grand vide. Ils ont juste besoin de mentorat. Et donc c'était ce vide que j'espérais combler. Compris. Et donc, toi aussi, enfin, tu as déjà été dans cette situation, donc tu sais, mais aide-moi à défendre cette idée parce qu'en partie, je me disais, premièrement, j'aime créer du contenu business. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent toucher le public business. Morning Brew étant un peu l'exemple phare d'une nouvelle entreprise médiatique qui peut attirer, tu sais, des annonceurs de premier plan. Mais ma façon de penser de base, c'était que tant que tu n'as pas atteint une certaine échelle, la probabilité que tu puisses vraiment, à mon avis, faire une vraie différence est faible. Il est plus probable que les revenus importants viennent de la vente d'un service ou d'un produit quelconque. Et approfondir ta façon de monétiser cette audience plutôt que d'aller vers une sorte de relation de type entreprise médiatique avec des annonceurs, ce qui est toujours la façon dont je vois ces partenariats avec des marques. Peut-être que tu peux me corriger si je me trompe là-dessus. Oui, c'est complètement faux. Donc je pense que c'est un grand mythe, tu sais, on me pose cette question tout le temps. Combien de followers faut-il pour avoir des partenariats de marque? Combien d'abonnés faut-il sur YouTube? Dis-moi vraiment. Parce que c'est une mentalité très axée sur les indicateurs de conversion. Quand il s'agit de, tu sais, par exemple, si je les contacte et que je leur propose quelque chose, je dois dire j'ai en moyenne tant de vues par vidéo, ou bien voici combien de personnes voient mes contenus, ou voici les données démographiques, ou les insights de mon audience, ou tu vois, blablabla. Bla bla bla. C'est la raison pour laquelle les créateurs en arrivent là. Parce que c'est l'état d'esprit dans lequel ils vivent toute la journée, tu vois. Parce qu'ils analysent sans cesse leur propre contenu en se demandant comment ma vidéo a-t-elle performé la semaine dernière. On se sent souvent très seul quand on est créateur, et donc comme tu t'en soucies, tu supposes que c'est aussi ce qui intéresse les marques. C'est pourquoi l'une des choses les plus fondamentales que j'enseigne dans beaucoup de mes contenus, de mes cours et de mon coaching, c'est que tu as tellement plus de valeur à offrir à une marque que simplement la portée organique dont tu disposes sur tes réseaux sociaux. Par exemple, l'un des moyens les plus simples de gagner beaucoup d'argent en commençant comme micro-influenceur ou micro-créateur, c'est de cibler des marques qui ont une très mauvaise présence sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Tu vois sûrement de quoi je parle, non? Par exemple, tu vas regarder la chaîne YouTube de beaucoup de marques et la seule chose qu'elles publient, ce sont leurs spots TV de 30 secondes ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est une entreprise SaaS, tu vois. Et ils publient littéralement. Tu comprends, ça ne marche pas sur YouTube, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire ça, tu vois. Donc un truc très simple à proposer, c'est de les contacter et de dire « Salut, écoute, je pense qu'il y a une énorme opportunité pour votre marque de raconter des histoires au format long sur pourquoi votre produit ou service est pertinent pour votre public. » Donc la proposition que je vous fais, ce n'est pas que je vais créer plein de contenu pour mes 100 abonnés YouTube. Je vais créer du contenu exclusif uniquement pour votre chaîne YouTube. Cela coûtera 5 000 $ par mois ou selon votre proposition. Mais vous voyez comment là vous pouvez complètement détacher votre tarif de votre nombre d'abonnés, parce qu'à ce moment-là, il ne s'agit plus de tirer parti de votre audience, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est juste un tout petit exemple de la façon dont vous devez réfléchir à votre expertise en tant que créateur, parce qu'à ce moment-là, votre plateforme devient simplement votre portfolio. Et en fait, ce que vous exprimez aussi, c'est d'avoir un inventaire de l'ensemble complet des compétences que vous possédez. C'est-à-dire, et nous avons la compétence de production vidéo, où je prends, vous savez, les meilleures photos, où je peux vraiment créer un TikTok drôle. Et c'est une compétence aussi recherchée que l'audience que j'ai développée. Et vous savez, l'entreprise est aussi prête à payer pour cela. Oui, à 100%. J'adore parler de ce concept appelé Mésor, votre meilleure solution de rechange à un accord négocié. Ainsi, chaque partie en négociation a une mésor. Votre mésor, c'est si je ne travaille pas avec cette marque, quelles autres options de monétisation ai-je? Donc peut-être que je gagne de l'argent avec le marketing d'affiliation, peut-être que j'ai des produits dérivés, n'est-ce pas? Selon la diversification de votre activité de créateur, il sera plus ou moins aisé de refuser un contrat ou de négocier plus fermement dans ce cas précis. Mais à l'inverse, ou dans le même ordre d'idées, la marque a aussi une missor. Donc si elle ne s'associe pas avec vous, et souvenez-vous, vous avez un ensemble de compétences très particulières à la Liam Neeson, n'est-ce pas? Qui sont-ils? Qui d'autres vont-ils recruter? C'est d'autant plus important pour ceux ayant une niche très précise.
Parce que, disons que vous êtes créateur de contenu sur le quilting ou que vous travaillez dans la finance B2B, vous savez, peut-être que vous faites des critiques de produits SaaS B2B sur votre chaîne YouTube ou que vous avez une newsletter ou quelque chose comme ça. Il n'y en a pas des milliers, il y en a peut-être des dizaines, n'est-ce pas? Et donc la marque se dit, d'accord, eh bien, si on n'engage pas Justine ou si on n'engage pas Aaron, quelles sont nos alternatives, n'est-ce pas? Et donc, c'est tellement important d'avoir ces états d'esprit quand on entre dans ce genre de négociation parce que ça peut vraiment tout changer. Cela déterminera non seulement votre insistance, mais aussi vos propositions. J'adore vraiment la négociation, cela me passionne. Parce que les créateurs, j'ai constaté que le principal obstacle qui se dresse sur leur chemin, c'est simplement de ne pas savoir ce qu'ils ignorent, n'est-ce pas? C'est simplement qu'ils se sont lancés par amour de leur art, non pour devenir hommes d'affaires. Absolument. Et c'est l'autre chose, je veux dire, j'ai clairement remarqué que c'est le cas. C'est grâce à l'expérience avec ta famille. Tu sais, les débuts du vlogging familial, des tutoriels de maquillage ou du nettoyage. Ou certaines de ces vidéos que ta femme, comme tu l'as dit, publie vraiment depuis 2009, c'est incroyable. Dans une certaine mesure, tu dois soit faire évoluer tes compétences, soit avoir un partenaire complémentaire qui peut en quelque sorte assumer ce rôle pour que tu puisses te concentrer sur la création de contenu. Par exemple, Aaron Watson, nous sommes avant tout des YouTubeurs, c'est notre point de départ. Cela fait des années que nous créons et publions sur YouTube. On a fait des vlogs quotidiens plus de 3 ans sans manquer une seule fois, donc on sait à quel point c'est difficile. Les vidéos duraient 15 à 20 minutes, je déconseille vraiment de faire ça pour votre santé mentale. Mais il y a environ 18 mois, nous avons fait un énorme investissement, à la fois en temps et en ressources, dans le live commerce. Donc, nous faisons un live Amazon chaque semaine depuis environ 1 an et demi. Et pour ceux qui ne connaissent pas Amazon Live, c'est essentiellement comme QVC, mais pour les créateurs, tu vois. Ce format est en fait énorme en Asie et l'Est depuis quelques années. Donc en gros, c'est un format où tu présentes un produit. Il y a comme un carrousel sous la vidéo et tu as une application auxiliaire qui te permet de contrôler le carrousel. Quand tu parles de l'article suivant, tu touches le produit et fais défiler le carrousel, synchronisé avec ta présentation. Tu peux cliquer dessus, l'ajouter au panier Amazon, et si une vente a lieu, on reçoit une commission. Et donc, les chiffres et les revenus qu'on a vus en faisant ça ont juste été astronomiques. Et pour nous, le fait de choisir cette voie n'était pas forcément une question de commission. Parce que tu sais, on est affilié à Amazon depuis plus de 10 ans, c'est évident, mais pour nous, c'était ainsi. Le pouvoir de faire des partenariats avec ce format va être énorme parce que c'est un peu le saint graal des annonceurs en matière d'attribution. Ils peuvent voir, s'ils sponsorisent notre diffusion en direct, combien de produits on a vendus, tu vois, donc pour nous, on s'est dit, devenons vraiment bons dans ce domaine. Parce que dans 2 à 3 ans, quand tu sais, la vague du live commerce va arriver, on sera en première ligne, nous aurons perfectionné nos compétences au cours des 2 dernières années. Être vraiment bon dans un environnement dynamique, pouvoir interagir avec le public, vendre les produits. Tu vois, on prend ça très au sérieux. Regarde n'importe lequel de nos lives. La production sera de qualité, avec plusieurs caméras, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça que tu veux dire par un gros investissement. La façon dont ton studio live est construit, c'est ça que tu veux dire. Le studio live, c'est ce que tu vois, c'est notre bureau avec une caméra ici, ma femme assise là et moi qui change de caméra. Les gens demandent souvent si on est au même endroit. On répond oui, puis on change de caméra pour la montrer. Ce n'est pas juste un investissement pour apprendre. Avant, on ne faisait jamais ça, sauf parfois un live sur Instagram ou YouTube, mais ce n'était pas pareil. C'est très différent comme faire du live commerce. Mais aussi le temps, tu vois, tu sais, on est déjà sur toutes ces plateformes différentes, on fait tous ces deals, on fait plein de choses. J'ai l'agence, j'éduque les créateurs, il y a tellement de choses qu'on fait, mais c'était comme, est-ce qu'on va vraiment investir plusieurs heures par semaine dans ce truc alors qu'on n'a pas ce temps-là? On s'est assis et on a réfléchi, tu sais pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, ton travail de créateur là-bas, ce n'est pas un hasard si nous sommes créateurs à temps plein depuis plus de 8 ans. Ce n'est pas un rôle qu'on joue. On a toujours eu non seulement un œil sur l'horizon, mais aussi sur l'endroit où le ballon va aller, pas là où il est en ce moment, tu vois? Et c'est tellement crucial en tant que créateur, parce que si tu fais simplement ce que tout le monde fait, il sera très facile de te noyer dans la masse. Mais si tu es un peu à la pointe, je ne peux pas te dire à quel point on est toujours au téléphone avec des marques et agences pour faire ce travail de pédagogie. Quand on propose genre
hey, fais un live stream Amazon Live avec nous. Ils disent, bah, c'est quoi ça? Ensuite, on se connecte, on leur explique en 30 minutes, et après, ils vont nous présenter à 20 de leurs clients, tu vois. Donc c'est comme s'il y avait un vrai avantage à avoir la force, ou l'état d'esprit, ou le courage. Je pense qu'on fait ce genre de choses en prenant des risques, car cela aurait pu échouer, non? On le fait depuis assez longtemps pour que ce soit un risque calculé. On s'est dit que ça allait vraiment donner quelque chose. Pour entrer davantage dans les détails techniques à ce sujet, Amazon a acheté Twitch pour environ 970 millions de dollars il y a environ 5 ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais le temps passe vite. Et donc, ce qu'ils font essentiellement, c'est intégrer la plateforme de vidéo en direct à leur plateforme de vente en ligne. Toutes ces vidéos impressionnantes, les graphiques générés automatiquement à l'écran sont aussi utilisés sur Prime Video et tout le reste. Donc, en gros, la thèse, c'est que c'est une tendance, tu vois. Si tu vois une tendance vraiment exploser ici, c'est un modèle économique intemporel de dire, hey, tu sais, ces Japonais, ils adorent les sushis. Je parie que certains New-Yorkais aimeraient aussi les sushis. Eh bien, je pense que le truc aussi, c'est que oui, ils le font clairement. Ils utilisent la technologie de Twitch pour beaucoup de choses, pour une grande partie de la technologie qu'ils ont utilisée pour Amazon Live. Mais pour nous, c'est plus que ça. En fait, en tant que créateurs, nous avons maintenant un tout nouveau format de contenu que nous n'avions pas auparavant, n'est-ce pas? C'est une chose de proposer à une marque, un annonceur ou à nos abonnés, regardez, l'aspirateur utilisé dans la vidéo, le lien est ci-dessous. Comme si c'était un lien d'affiliation ou autre, c'est une expérience complètement différente. C'est une stratégie de lien passif pour votre entreprise, différente de rejoignez notre émission en direct chaque mercredi à 15h heure du Pacifique pour parler des produits à acheter. C'est une dynamique totalement différente et donc encore une fois, nous avons maintenant ce genre d'outils dans notre arsenal pour nous. Vous savez, chaque annonceur qui vient d'Instagram, de YouTube, de TikTok ou d'ailleurs, on leur dit « Eh oui, ça semble être une super opportunité. Est-ce que vous voudriez aussi faire un direct sur Amazon Live dans le cadre de ce partenariat, n'est-ce pas ?» Donc encore une fois, c'est simplement continuer à développer notre activité en tant que créateur pour, vous savez, résister et avoir une carrière durable sur le long terme. Donc, vous êtes occupé, je sais que vous êtes parent. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un a ce que j'appelle encore une constellation d'activités où vous avez l'agence dont vous avez parlé, vous avez l'activité de coaching. La chaîne dépasse désormais largement une simple chaîne YouTube. C'est une plateforme composée de vos propres entités médiatiques familiales, de produits médiatiques qui peuvent être vendus. Comment, je suppose, dans l'absolu, réfléchissez-vous à l'allocation de votre temps pour ces choses-là? Parce que le coaching, c'est une formation en cohorte. Nous avons déjà accueilli Westcao pour discuter des formations en cohorte. Ça demande quand même beaucoup de temps. Alors, comment faites-vous cela? Et puis, en même temps, comment ta femme et toi arrivez à équilibrer toutes ces activités? Nous avons une relation compliquée avec l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, je dirais. Surtout parce que notre activité sur les réseaux sociaux personnels, c'est notre vie, non? Comme notre chaîne familiale, c'est comme si on documentait notre vie, c'est un peu comme des films de famille version 2.0 si on peut dire. Et donc, quand tu es créateur à plein temps, surtout quand tu crées du contenu autour de ta vie et tout, il n'y a vraiment pas de frontières. Il y a une confusion totale entre le travail et la vie privée. Ce n'est pas comme si on rentrait à la maison à 17 heures et qu'on coupait tout. Non, c'est comme si on travaillait tout le temps. On n'est jamais vraiment déconnecté en fait. Donc c'est difficile. Je dirais quand même qu'on est très chanceux. On a la chance, tu sais, on a eu la possibilité d'être vraiment, vraiment présent dans la vie de nos enfants presque chaque jour de leur vie pendant, tu sais, les 5, 6 premières années avant qu'ils commencent à aller à l'école, évidemment. Donc il y a tellement d'avantages à ça. Mais c'est vrai qu'il y a l'autre côté de la médaille. On travaille tout le temps. On travaille bien plus dur que je ne l'ai jamais fait quand j'étais dans les dispositifs médicaux, avant de quitter et de faire ça. Et donc, on travaille bien plus dur qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Cependant, mon état d'esprit concernant la façon d'allouer du temps aux différentes choses qu'on fait, c'est que, dans une certaine mesure, c'est là où on s'amuse le plus, non? Parce que nous, on l'a vécu, comme je l'ai dit, on a fait du vlogging quotidien, l'argent était là, évidemment. En faisant ça, tu produis plus de contenu et les gens regardent plus régulièrement quand c'est une habitude quotidienne. Donc tes chèques augmentent en fonction du nombre de vues mensuelles avec AdSense. Il y a plus d'espace publicitaire pour les sponsors et tout ça. Donc on a connu ça. On a vu ces chèques et on a fait tout ça. D'un point de vue santé mentale, ça n'en vaut pas la peine.
On a donc réduit la quantité de contenu produite au fil des années. Donc maintenant, on se concentre vraiment sur les choses qu'on aime. Amazon Live, pour nous, c'est vraiment génial. On adore ça. On est bon là-dedans. Ça rapporte bien. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Comme ma femme l'a toujours dit, elle regardait QVC tout le temps en grandissant et elle disait toujours, à propos de HSN, qu'elle adorerait faire ça un jour. Elle a toujours dit que c'était son travail de rêve, tu vois. Et donc j'adore pouvoir l'aider à réaliser ce rêve. Et puis pour moi, tout ce qui concerne le coaching aussi, c'est que je m'y suis de plus en plus tourné au cours des 2 dernières années. Tout d'abord, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur, parce que au début, comme tu l'as dit, j'ai eu cette expérience des deux côtés. Je me suis dit que j'allais se faire quelques vidéos YouTube sur les erreurs courantes, comme négocier avec une marque ou les erreurs de tarification. Ensuite, j'ai commencé à recevoir des demandes. J'ai commencé à recevoir des messages privés du genre «Hey, tu peux faire une vidéo sur ça? Tu peux me coacher? Tu peux faire du coaching individuel avec moi?» J'ai répondu «Oui, je suppose que je peux. Alors laisse-moi réfléchir à un prix pour ça, ou combien je devrais facturer, ou peu importe.» Et puis les gens me demandaient «Est-ce que tu as une formation?» Et j'étais là «Une formation? Vraiment?» Donc beaucoup de choses se sont passées très naturellement comme ça. À Aaron Watson, j'avais 3 créateurs dans la première version bêta de ma formation, dans la toute première cohorte, il y a environ 1 an et demi. Maintenant, j'ai 58 créateurs dans ma formation, dans la cohorte actuelle. Et ce n'est pas une formation à $50, c'est une formation à $2000, d'accord? Donc, il y a vraiment un énorme appétit et une grande soif de connaissances. Si vous êtes un professionnel dans n'importe quel autre secteur et que vous voulez faire avancer votre carrière, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez à l'école, vous obtenez une certification professionnelle, n'est-ce pas? Pour pouvoir suivre cette trajectoire. Quand vous êtes créateur, que faites-vous? Il n'y a pas d'éducation formalisée pour réellement progresser dans votre carrière. Ce sont des personnes qui gagnent énormément d'argent, non? Pour moi, le potentiel de croissance est immense. Cela m'enthousiasme davantage. Donc pour répondre à votre question, je vais simplement là où se trouve l'intersection entre votre audience, vos centres d'intérêt et votre zone de génie, ou peu importe. C'est comme le point idéal. Et donc pour nous, c'est simplement suivre cela. Et il y a eu quelques moments dans ma carrière et j'ai interviewé assez d'entrepreneurs maintenant pour voir que c'est un thème récurrent. Tu sais, cela fait plus de 10 ans que tu es dans le domaine. Donc Malcolm Gladwell dirait que tu as atteint la règle des 10 000 heures. Mais ce que tu décris, c'est la différence entre être attiré par quelque chose et insister sans cesse dans une direction où tu voulais partager des choses, mais les gens te demandent, peux-tu me donner ou me vendre ça? S'il te plaît, j'ai de quoi payer. Apporte-moi ce que tu proposes. Et à quel point c'est rare. Avant que quelqu'un ne s'en empare, dans les startups, on parle d'adéquation produit-marché, mais ce concept a de nombreuses variantes. Beaucoup cherchent à saisir ou comprendre comment trouver la vague. Et c'est vraiment intéressant d'entendre et de mieux comprendre quand cela se produit, à quel point cela peut être un changement radical ou... Et puis, je suppose aussi que l'autre partie de la question que je peux ressentir, il y a beaucoup de choses à développer ici, mais tu avais aussi cette agence. Donc, est-ce que ça commence à décliner? Est-ce que tu passes le relais à quelqu'un? Est-ce que tu la vends? Comment réfléchis-tu quand tu te dis, OK, cette vague a vraiment quelque chose de solide derrière elle? Oui, donc c'est sûr, j'ai longuement réfléchi à ce phénomène entre le fait de pousser et celui d'être tiré par la demande parce qu'au début, quand j'ai lancé l'agence, il y avait clairement une forte demande. C'était le début, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ce genre de choses. Donc on avait vraiment une niche, c'était très spécifique. Mais avec le temps, c'est sûr que le marché était devenu saturé, il s'est vraiment fragmenté. Tu sais qu'il y a les agences de relations publiques et les agences de la média qui créent des divisions dédiées vraiment à l'influence et ce genre de choses. Donc c'est comme si tout le monde se disputait une part de plus en plus petite, même si en réalité le gâteau global grossit en termes d'argent investi dans ce secteur. Mais n'importe qui, littéralement, peut créer une page de destination et dire «j'ai une agence», tu vois. Donc ce n'est pas un secteur difficile à intégrer. Et donc, c'est certain qu'avec le temps, on a vraiment ressenti que l'attrait diminuait, c'est sûr. Pour notre contenu personnel, revenons à cette histoire de push et de pull, n'est-ce pas? On regarde notre chaîne YouTube par rapport à l'attrait qu'on ressent actuellement avec le live commerce, que ce soit de la part de notre audience ou des annonceurs et tout ça. C'est pareil, on avance, on est juste un peu, et puis le coaching, c'est la même chose. C'est comme si le marché m'attirait sans cesse. Peux-tu faire ça? La leçon principale que j'aimerais vraiment que beaucoup de gens retiennent ici, si vous créez du contenu pour votre marque personnelle ou votre entreprise, c'est que je parie que vous ignorez ce que vos clients ou vos abonnés vous demandent.
Vous continuez simplement à publier, publier, publier en disant « voici une vidéo, voici une vidéo, voici une vidéo » et ça ne marche pas aussi bien que vous l'auriez espéré. Et puis vous avez des messages privés, vous avez des commentaires qui disent « Eh, peux-tu parler de ça? Peux-tu parler de ça ?» Et soit ça ne vous intéresse pas et vous vous dites simplement « Je n'ai pas envie d'en parler ». Ou alors vous vous dites « Eh bien, pas beaucoup de gens voudraient vraiment ça, donc je ne vais pas créer de contenu à ce sujet ». Et c'est justement ça, c'est la plus grosse erreur que la plupart des créateurs ou des entrepreneurs font quand ils essaient de servir leurs clients. Essayer de donner des conseils ou de créer du contenu que leur audience ou leurs clients ne veulent pas. Voilà. Et donc c'est vraiment la chose la plus importante à laquelle il faut penser ou que vous pouvez peut-être retenir de cette discussion. Il suffit d'écouter, simplement d'écouter. C'est comme si, tu sais, beaucoup de gens veulent se sentir comme Steve Jobs et créer dans leur coin une belle invention qu'ils vont ensuite offrir à leurs clients ou à leurs abonnés. Mais pour, tu sais, 99,9% d'entre nous, tu ne peux pas gérer une entreprise comme ça. Il faut vraiment écouter et donner aux gens ce qu'ils veulent. Et encore mieux, leur demander ce qu'ils veulent. Ne le construis pas tout de suite, prévends-le d'abord. Oui, absolument. Je voudrais changer un peu de sujet ici. Donc, nous nous sommes connectés grâce à l'interview que nous avons faite avec Jake Thomas, qui, selon moi, est dans une niche encore plus petite et spécifique que toi, à savoir écrire d'excellents titres YouTube dont il est un maître. Nous l'avons finalement embauché comme conseiller et il a fait un travail exceptionnel. J'avais, tu sais, mes membres de l'équipe complètement surexcités après l'appel. Ils disaient « Allons réécrire tous nos titres tout de suite ». J'étais là. « Ok, respirez, mais faisons-le aussi, d'accord ?» Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai été mis en contact avec Jake par un de mes amis. Après avoir commencé à le suivre sur Twitter, j'utilise toujours la comparaison de la constellation. Il me faut en trouver une autre. Il y a une sorte de mafia de prestataires de services, de coachs, de personnages qui réfléchissent profondément à l'économie des créateurs et qui se sont vraiment spécialisés, dont tu fais partie. Mais maintenant, je peux en quelque sorte, tu commences à le cartographier si tu passes assez de temps sur Twitter comme moi. Alors, parle un peu justement de, tu sais, il y a ce déclic qui se produit dans une entreprise. Il y a aussi le déclic qui se produit quand tu fais partie du groupe, peu importe ce que ça veut dire, que ce soit la Silicon Valley, la banque ou quoi que ce soit dans l'économie des créateurs, on dirait que tu as clairement planté ton drapeau et trouvé ta place là-dedans. Comment vois-tu ça de ton point de vue et en quoi cela a-t-il été un vent favorable pour toi? Alors j'ai pris une décision très réfléchie à Aaron. Je me souviens qu'en octobre 2020, j'ai décidé que je voulais être connu comme le gars des partenariats de marque sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, c'est comme ça que je vais y arriver. Je vais planter mon drapeau comme tu l'as dit, et ce n'était pas un hasard. J'ai engagé un stratège de contenu trouvé sur Twitter dont la stratégie me plaisait. Et j'ai essentiellement eu un appel Zoom avec lui. Et je lui ai dit « Hé mec, j'aime vraiment ta façon de penser et de parler de l'économie des créateurs. » Il s'appelait Alex, il vit en Espagne. Mais c'était vraiment un gars très intelligent. Et il n'avait jamais fait ça auparavant. Il n'avait jamais travaillé là-dedans, ni fait du prêt-de-plume ou quoi que ce soit de ce genre. Et je lui ai dit « Laisse-moi t'embaucher chaque mois. Et je veux que tu sois mon prêt-de-plume pour rédiger du contenu. » Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il me livre un tableau avec plein de suggestions, en gros, ou des citations percutantes sur le fait d'être créateur. Et il me demande ce que j'en pense. Ensuite, j'interviens pour éditer, et puis on fait des allers-retours plusieurs fois. On réutilise le contenu pour des publications Instagram, pour LinkedIn et tout ça. D'accord. Et c'est devenu, en gros, on avait un certain nombre de livrables. Donc c'était à peu près 5 à 10 tweets chaque jour. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. D'accord. Et donc, ce n'était pas donné, tu vois. Je le payais bien parce que c'est beaucoup de contenu, tu peux imaginer, non? Et donc, littéralement, tout tournait autour du sponsoring. Vraiment, tout était lié au sponsor, tu vois. Et donc, quand tu fais vraiment un focus total sur un sujet aussi longtemps et avec autant de contenu, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on te connaisse comme étant cette personne-là. Et le plus grand test décisif, je dirais, pour savoir si c'était une stratégie efficace, c'est que chaque fois que quelqu'un dans cet univers, comme tu dis, disait « j'ai des problèmes avec une marque » ou « tu sais, c'est compliqué », on me disait sans cesse « parle à Justin ». 10 personnes me taguèrent ça dans la même conversation. Je vais parler à Justin, non? Donc c'est comme, et c'est toujours beau parce que tu ouvres ces discussions et les gens qui ont aussi ces problèmes se demandent « c'est qui ce type? Je vais aller suivre ce gars, non ?» Et donc c'est comme s'il m'avait mis dans cette case, tu vois. Je suis le mec du sponsoring et ça me va. Tu sais, Aaron, je considère le fait d'être coach en sponsoring comme un cheval de Troie pour aborder tous les autres sujets que j'aime et qui sont aussi importants quand on est créateur.
Donc oui, avec les sponsors, bon, je crois que tu peux vraiment te faire un revenu très solide, un revenu évolutif, un revenu régulier, tu sais, en travaillant avec des marques. Cependant, il faut aussi diversifier avec, tu sais, AdSense, ou l'affiliation, les produits dérivés, les stratégies de financement direct par les fans, ta liste d'emails et tout ça, et j'adore parler de tous ces sujets. Quand on m'engage pour des séances, beaucoup pensent ne devoir parler que du sponsoring. Je leur propose plutôt de prendre du recul et de discuter de leur stratégie. Donc c'est devenu le plus beau cheval de Troie. Je ne m'y attendais pas, je n'y avais pas pensé comme ça au début, mais maintenant, oui. Oui, pour répondre à ta question, c'était une décision très délibérée. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, car j'ai investi des dizaines de milliers de dollars dans cette stratégie avant même d'avoir une offre ou un moyen de paiement. Je ne faisais pas de séances individuelles. Je n'avais pas de formation quand j'ai commencé ça, mais j'avais cette intention. Et j'avais, disons, la volonté de le faire, peut-être parce que nous sommes créateurs depuis un moment et que je savais que je pourrais éventuellement le monétiser plus tard. Et tu avais le capital pour cet investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais aussi, il doit y avoir, je dirais, une certaine forme, soit de mort de l'ego, soit d'humilité qui fait que, oui, je suis d'accord pour juste être dans cette petite case pour quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une personne complexe et pleine d'âme avec ma famille et mes proches, mais dans un sens public et large, ça me va d'être compris de façon limitée. Est-ce que c'est juste? À 100%. Parce que je pense que beaucoup de gens ont vraiment du mal à choisir une niche ou un ensemble de services particuliers qu'ils vont proposer pour leur entreprise, leur agence ou autre. Parce que, comme tu l'as dit, ils vont s'ennuyer. Ils craignent de s'ennuyer ou de manquer de liberté créative pour montrer leurs capacités, n'est-ce pas? Et de mon point de vue, c'est tout l'inverse, parce que quand j'ai commencé à me concentrer uniquement sur ce sujet, uniquement sur les partenariats, là je me suis dit, waouh, maintenant je peux imaginer 1000 vidéos à faire rien que sur ce thème, tu vois? Parce que je n'essaie pas de faire un peu de chaque, et ensuite, tu sais, d'analyser la performance de tout ça, de faire un peu de ci, un peu de ça, tu vois? Non, c'est uniquement de ça dont je parle. Et tu sais, bon, je crois que une fois que tu t'investis à fond, non seulement tu vas trouver un moyen d'être plus créatif, mais tes opportunités vont exploser, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une marque ou un annonceur souhaite collaborer avec un créateur, tu crois qu'ils veulent un simple influenceur lifestyle ou n'importe qui parlant d'investissement ou de business? Non, ils veulent travailler avec Aaron qui ne parle que d'investissement pour, tu sais, si tu es célibataire et que tu vis à Boston ou peu importe. C'est le club d'investissement des célibataires de Boston, peu importe. Je sais, l'exemple était nul. Mais j'ai vraiment travaillé avec un créateur ayant moins de 1000 abonnés et sa niche c'était Euh, gestion budgétaire des militaires en service actif. C'était sa niche. Et il a été engagé par une marque, vraiment, tu vois, une super opportunité parce qu'il était dans cette niche très spécifique. Donc en fait, tes opportunités vont augmenter quand tu choisis une niche. Et ça, c'est juste un petit exemple. Compris. Eh bien, ça a été absolument fantastique, Justine. Ton énergie, l'intensité que tu mets dans tes réponses sont déjà la preuve que les gens devraient aller voir ton contenu. Si on veut les orienter vers des ressources numériques pour en savoir plus ou les diriger, Oui, le meilleur moyen de me suivre, c'est en fait ma newsletter. Donc je partage non seulement, tu sais, des conseils sur les partenariats sponsorisés et sur la façon de gagner en assurance dans les négociations et ce genre de choses. Dans ma newsletter, je partage chaque semaine gratuitement des opportunités de sponsoring rémunéré. Tu vois? En résumé, concernant le recrutement et l'investissement, j'ai embauché quelqu'un pour gérer la curation de la newsletter car c'était trop de travail pour moi seul. Je le faisais longtemps mais ce n'était plus possible, donc j'ai recruté pour m'aider. Il suffit d'aller sur creatorwizard.com/join. Plus de 6000 créateurs sont inscrits à la newsletter, je suis aussi Uglyar Creator Wizard sur presque tous les réseaux sociaux. exactement. Je sais que beaucoup de tes réflexions et de ton contenu sont orientés vers les personnes qui essayent de construire une carrière de créateur. Je me demande s'il y a quelque chose pour ceux qui sont davantage du côté du marketing de contenu. Tu as parlé un peu, tu sais, d'embaucher un rédacteur et de s'attaquer à cette niche. Cela m'a juste donné envie de te demander ton avis général sur le marketing de contenu pour les entreprises ayant déjà un produit, un service ou une source de revenus et cherchant à se développer, car cela les aidera à conclure plus d'affaires. Oui, tout à fait. Je veux dire, la même stratégie peut être appliquée quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu te trouves. J'ai d'ailleurs été vraiment surpris. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient, tu sais, comme tu l'as dit, des propriétaires d'agences, des entreprises B2B, des sociétés SaaS, des podcasteurs, des auteurs de newsletters, beaucoup de gens qui viennent vers moi parce que
Le domaine des partenariats, le domaine du sponsoring, c'est vraiment universel, non? Il y aura toujours quelqu'un avec qui tu voudras t'associer, que ce soit par des partenariats ou en investissant plus dans une stratégie de contenu pour attirer des clients. Mon état d'esprit, c'est d'aborder les choses avec une mentalité centrée sur l'audience ou le client. Et vraiment se demander comment puis-je les aider à atteindre un objectif que mon entreprise ou mon produit peut aider à atteindre. Ou comment puis-je les aider à accomplir quelque chose dans leur vie qui est en quelque sorte lié à mon entreprise. Je pense qu'avec cette approche, tu ne peux pas te tromper. Donc ce n'est pas juste jeter de l'argent et dire « Ok, lançons notre stratégie SEO et attaquons tous ces mots-clés ». C'est une mentalité très centrée sur nous, tu vois, du style « Qu'est-ce qu'on veut faire, obtenir ?» ou sur quels mots-clés on veut se positionner. C'est évidemment important. Quand tu échanges directement avec tes clients ou abonnés et leur demandes ce qu'ils attendent de nous, ce qui leur serait utile et les aiderait à atteindre leurs objectifs rapidement. Très rapidement, je sais qu'on va un peu plus en profondeur sur ce sujet. L'erreur principale que font de nombreux créateurs et propriétaires d'entreprises, c'est qu'en réfléchissant à leur proposition de valeur comme marque ou créateur, ils se concentrent sur les données démographiques. Ils pensent, d'accord, tu vois, on cible des clients ou des abonnés qui ont en moyenne entre 18 et 34 ans, dont 70% sont aux États-Unis, et qui sont, tu vois, hommes ou femmes ou peu importe, n'est-ce pas? Ce sont des caractéristiques très génériques, non? Mais en réalité, il est bien plus précieux de réfléchir au profil psychographique de ton audience ou de tes clients et de te demander, par exemple, quels sont leurs centres d'intérêt, quels sont leurs comportements. Par exemple, est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils n'en ont pas? À quoi ressemble réellement leur matinée, leur journée typique? Est-ce qu'ils sont sur leur téléphone pendant qu'ils essaient de préparer les enfants pour partir? Qu'est-ce qu'ils font au travail? Comme définir votre persona, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un créateur, puis créer du contenu pour cette cible ou des produits adaptés à ses besoins. Et je pense que pas assez de gens font ça. Et il y a tellement de choses qui peuvent être débloquées quand on aborde les choses avec cet état d'esprit. Et là, ça stimule une réflexion que je n'avais pas forcément eue auparavant, mais j'apprécie que tu approfondisses un peu plus ce sujet. Ça devrait être relativement facile à faire. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que si tu n'arrives pas facilement à te faire une idée presque stéréotypée de la personne en question, et pas dans le sens réducteur où on ne voit pas la personne entière, mais plutôt parce que, mec, j'ai rencontré assez de vendeurs d'assurance pour te dire à quoi ressemble un vendeur d'assurance dans cette logique-là. Si ce n'est pas facile, c'est presque un indice qu'il faut soit travailler davantage, soit que ce n'est probablement pas la personne que tu devrais cibler avec ton contenu parce que tu ne sais même pas vraiment pour qui tu le fais. 100%. Et la façon la plus simple de le faire, c'est de leur demander, non? Comme à envoyer un sondage, demander à passer un appel Zoom avec des gens. L'une des meilleures choses que j'ai faites pendant l'inscription à ma dernière session de cours, c'est que j'ai littéralement envoyé un lien en disant « Avez-vous encore des questions pour savoir si le cours vous conviendrait ou non ?» Voici un lien Zoom. Je vais organiser des sessions Zoom en petit comité avec un maximum de 10 créateurs par appel. Et je ne l'avais jamais fait auparavant, c'était la première fois que je faisais ça. Et les 50 places ont toutes été prises en à peine 3 heures. Et j'ai enchaîné 5 appels d'affilée comme ça, et les gens ne faisaient que me faire part d'objection après objection, d'hésitation après hésitation et d'inquiétude après inquiétude. Et c'était comme un retour direct de clients potentiels que je peux maintenant enregistrer. Mon équipe peut l'analyser. On peut réintégrer ça dans le texte de vente, la stratégie d'email ou autre chose. La plupart des gens ne font pas ça, mais c'est tellement facile. Ce n'est pas difficile. Il suffit de leur offrir un moyen de vraiment te transmettre ce retour. Parfait. Justin, nous ajouterons tous tes liens et activités dans les notes de l'émission pour que les gens les retrouvent dans l'application. Tu écoutes probablement ceci en ce moment ou sur goingdeepwithaaron.com podcast pour retrouver tous les épisodes de l'émission. Mais avant de te laisser partir, Justine, j'aimerais te donner le micro une dernière fois pour lancer un défi personnel concret à notre audience. Mon Dieu! Mon véritable défi personnel pour vous tous, c'est de contacter cette personne, de contacter cette marque, de contacter ce partenaire, la personne de vos rêves avec qui vous aimeriez collaborer, ce mentor idéal. Littéralement, s'ils ne répondent pas ou s'ils disent non, vous n'êtes pas dans une pire situation qu'avant d'avoir essayé. Et vous ne savez jamais quelles portes peuvent s'ouvrir simplement en tentant votre chance. Tentez votre chance. C'est vraiment le sentiment parfait pour conclure. Justine, ça a été génial. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir invité, Aaron Watson. Nous venons d'avoir une conversation approfondie avec Justine Moore. J'espère que tout le monde passe une excellente journée.
Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de mon entretien avec Justine. Si ça vous a plu, allez voir notre précédente interview avec John Shanahan de Strix. Nous avons discuté de la création d'une marque de cosmétiques, de la vente via Shark Tank et des principes appris sur YouTube appliqués à la vente directe aux consommateurs.